On nous assène tellement de mauvaises nouvelles, choquantes, terrifiantes. Et on est tous là à se dire, quelqu'un va faire quelque chose, quelqu'un doit faire quelque chose. Et nous sommes hyper nombreux, mais personne ne fait rien parce que chacun croit que quelqu'un d'autre va bouger. Et nous ne réalisons pas, la plupart du temps, que nous sommes ce quelqu'un. Ils viennent des 4 coins du globe. Ils sont scientifiques, artistes, activistes, prix Nobel ou inconnus autodidactes. Ils ont une idée pour le monde, une idée qu'ils mettent une vie à faire émerger. Ils cassent les codes, défient les dogmes, rêvent et créent la société de demain. On ne les attendait pas, ils veulent tout changer. Ils se rencontrent à la conférence TED. Voici leurs projets, leur aventure, leur histoire, leurs TED Stories. Pollution, corruption, division, qu'est-ce qui pourrait stopper notre terrible marche vers l'extinction? Meilleur ami de la société de surconsommation, le plastique symbolise notre incapacité à faire le lien entre nos actes et leurs conséquences. La population mondiale utilise jusqu'à 1000 milliards de sacs plastiques par an pour 20 minutes en moyenne. La quasi-totalité nous survit plusieurs centaines d'années. Il envahit nos villes, nos paysages, finit à la mer. Il bouleverse son écosystème, s'accumule au gré des courants et tue. Les océans étaient le berceau de la vie. D'ici 2050, on y trouvera davantage de plastique que de poissons. C'est le résultat silencieux inodore de notre conditionnement. Tout cela s'observe à l'œil nu à Bali, île de l'archipel indonésien, l'un des pays les plus pollueurs au monde. L'île croule sous le tourisme et la consommation de masse. Une armada de petites mains s'active pour dissimuler le massacre. L'enjeu est vital, l'économie dépend largement du tourisme. Île bénie des dieux, Bali devient celle de toutes les catastrophes. Inondations, sécheresses, la pollution du plastique précipite les effets du dérèglement climatique. Paradis terrestre, Bali devient un paradis perdu. Deux enfants, Melati et Isabelle Wijzen, ont pris de court le pouvoir politique, défié les intérêts privés, l'apathie générale. Refusant d'attendre, contestant leur place d'individus de second rang, elles sont entrées dans une énorme bataille. Today, just 1 hour at the beach, we collected over 7.50 kilograms of trash. En passe de faire interdire les sacs plastiques sur leur île, elles prouvent qu'il est possible de résister et d'agir. Alors, quelles sont nos armes? Et si pour changer le monde, il fallait changer nos enfants, la façon dont nous les éduquons, les considérons? In Bali, we generate 680 cubic meters of plastic garbage a day. That's about a 14-story building. So we decided to do something about it. And so the idea turned into the launch of Bye Bye Plastic Bags. And so we formed the Bye Bye Plastic Bags crew. The volunteer team includes children from all over the island, from both international and local schools. And together with them, we started a multi-layered approach based on an on- and offline signature petition, educational and inspirational presentations at schools. We raise general awareness at markets, festivals, beach cleanups. And last but not least, we distribute alternative bags. It's not always easy. Sometimes it does get a little bit hard to walk your talk. But last year, we did exactly that. We went to India to give a talk, and our parents took us to visit the former private house of Mahatma Gandhi. We learned about the power of hunger strikes he did to reach his goals. Yes, by the end of the tour, when we met our parents again, we both made a decision and said we're going on a hunger strike. And you can probably imagine their faces. Isabel and I were serious about doing this. So we met with a nutritionist and we came up with a compromise of not eating from sunrise to sunset
every day until the governor of Bali would agree to meet with us to talk about how to stop plastic bags on Bali. We used social media to support our goal, and already on day 2, police started to come at our home and school. What were these 2 girls doing? We knew we weren't making the governor look his best by doing this food strike. We could have gone to jail. But hey, it worked. 24 hours later, we were picked up from school and escorted to the office of the governor. And indeed, recently he stated and committed that Bali will be plastic bag free by 2018. So to all the kids of this beautiful but challenging world, go for it. Make that difference. We're not telling you it's going to be easy. We're telling you it's going to be worth it. We still have a lot of work to do, but know that we will not stop until the first question asked when arriving at the Bali airports will be, "Welcome to Bali. Do you have any plastic bags to declare?" Om Shanti 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 Om. Dans un monde d'impuissance apparente, 2 enfants auraient fait plier leur gouvernement. Nous sommes allés rencontrer ces jeunes activistes chez elles à Bali, paradis terrestre aux avant-postes du changement climatique. Ça a commencé chez nous. On était sur le canapé comme maintenant et on réfléchissait à tous les problèmes que rencontrait Bali. On se demandait ce qu'on pouvait faire pour cette magnifique île qu'est Bali et sur laquelle on a la chance inouïe de vivre. Et on ne voulait pas attendre d'être plus grande pour changer les choses. On voulait faire quelque chose tout de suite. Elles fédèrent leurs amis, envahissent les plages, organisent des mobilisations éclairs, embarquent les touristes. Hello! We are from the team Bye Bye Plastic Bags. By getting 1 million signatures on our petition, we will urge the governor of Bali to ban the use, sales, and production of plastic bags on Bali. Dan kalau Anda setuju Bali menjadi plastic bag free, tolong kasih tanda tangan di petisi kami. Terima kasih. Isabelle et Melati ont remué ciel et terre pour forcer la porte du gouverneur et de son responsable de l'environnement. C'est devenu normal pour Isabelle et moi d'être un mardi matin à 8h pile, en réunion avec le responsable de l'environnement, pour parler de solutions et continuer à faire pression pour qu'il agisse vraiment. Le seuil de la propreté à Bali se situe juste à la limite des standards fixés. Le problème de l'environnement doit être la responsabilité de tous. Les parties prenantes, comme Bye Bye Plastic Bags, sont importantes pour Bali. Mais je suis confiant et j'espère que tout cela va continuer. J'espère surtout que tout cela n'est pas simplement un effet d'annonce, car on a vraiment besoin d'action. Jadi gerakan-gerakan ini hanya sifatnya jangan seremonial. Dan saya harapkan seremonial ini dihilangkan, tetapi action. Elle n'avait aucun plan d'action arrêté, juste un groupe d'amis qui s'est emparé avec elle de leur cause. Ensemble, ils visent le nerf de cette guerre contre le plastique, le commerce. On va dans tous les magasins, les restaurants, les hôtels, n'importe quel lieu à Bali qui a renoncé au sac plastique. Et on leur donne un autocollant. Il ressemble à un autocollant TripAdvisor, sauf qu'il est écrit « Zone sans sac plastique ». On le prend en photo avec eux et on le publie sur les réseaux sociaux ainsi que dans un magazine de Bali. Si vous êtes valorisé pour vos choix et actions, ceux qui ne se sont pas encore débarrassés des sacs plastiques vous regarderont et se diront « je veux le faire aussi ». En fait, on joue sur la réputation, la technique du nommer et dénoncer. Chaque week-end, les activistes se rendent aussi dans leur village pilote de Periranan. Avec Bye Bye Plastic Bags, le maire se prête à une expérience de transition sans plastique auprès des commerçants locaux, ces petites mains du commerce mondial.
Nous devons absolument convaincre les commerçants que les sacs plastiques sont nocifs, que leur terrain ne sera plus fertile et aussi qu'ils s'asphyxient en les brûlant. Ce doit être une véritable prise de conscience, car c'est très grave. Dès que les commerçants arrêteront de les utiliser, alors la population suivra. C'est eux véritablement qu'il faut convaincre. Okay, let's go, let's go, let's go. Chaque semaine, on peut vraiment voir les progrès que nous faisons tous. Et c'est vraiment génial de voir les habitants utiliser nos sacs. C'est réconfortant et gratifiant pour nous. Il y a 30 ans, les commerçants utilisaient tous des feuilles de bananier qu'ils jetaient par terre une fois qu'ils n'en avaient plus besoin. C'était organique et sans impact. Mais voilà, ils ont gardé cette habitude tout en passant au plastique. Alors on essaie seulement de changer leurs pratiques afin qu'ils ne jettent, ni ne brûlent, ni même n'acceptent les sacs plastiques. On se dit que tout commence par l'éducation. Et avec Bye Bye Plastic Bags, on vient de publier un petit livret éducatif. Et le gouverneur nous aide à le distribuer dans les écoles. C'est tellement plus simple de changer les mentalités des enfants. Du coup, on s'est dit qu'il fallait commencer par les enfants. Dan sekarang kita punya buku edukasi ini. Cantik sekali ya, itu team member gambar semua, namanya Akil. Dia 12 tahun, so seperti Anda. Dan di dalam ada tugas bagus, Anda bisa belajar di situ sama kelas atau sama satu orang. Dan ada banyak tugas di dalam seperti bagaimana bikin tas alternatif dari baju, ya. Dan ada komik-komik di dalam, ada banyak tugas. Dan nanti hari ini kita mau kasih. So siapa mau buku ini? Ya, mau belajar dari ini? Pour parler aux enfants, Isabelle et Mélati sillonnent l'île. Elles ne finissent aucune présentation sans une session de nettoyage de routes, de rizières ou de plages. Chemin faisant, les enfants s'approprient le problème, la cause. Bye Bye Plastic Bags transforme l'activisme en jeu. À travers les enfants, il s'agit de toucher les parents dont la plupart travaillent de près ou de loin pour le tourisme. Sans nature préservée, pas de touristes. Sans touristes, pas d'emploi. L'enjeu est clé, 67% de l'économie dépend du tourisme. À Lambangan, Andrew, qui dirige un hôtel de luxe, s'est rapproché des enfants pour faire bouger les mentalités. Nous sommes l'un des plus gros acteurs de l'île. Nous employons 250 personnes. La plupart d'entre elles ont des enfants qui vont à l'école ici. Et ces enfants-là représentent le futur de l'île. Et on a vraiment besoin qu'ils comprennent qu'agir de façon durable est l'unique moyen de continuer à exister. Et nous, si on leur montre l'exemple, ils adopteront cette façon de faire. Nous sommes en position de les éduquer. Et vous avez vu, ils sont comme des éponges. Ils absorbent tout. Et cela devient-il difficile pour vous de gérer un tel endroit? Pour être tout à fait honnête, Lambangan est un très bon exemple à taille réduite de l'impact du tourisme sur l'environnement. En fait, la durabilité de tout cela est vraiment en question. Aujourd'hui, il y a tellement de gens, tellement de villas et d'hôtels. Les touristes débarquent avec leurs sacs plastiques sur la plage, ils se promènent, ils trouvent normal d'emporter un peu de corail avec eux en souvenir. À terme, pour Andrew et son hôtel, éduquer les clients est aussi la seule façon de survivre. This is a special moment, a very important moment, a special event. We invite all the kids, starting from the young children, elementary school. So we inform to them, starting from today, stop using the plastic, especially on Lembongan Island, starting from the beginning. So for the future time, so no more plastic and stop using the plastic. We hope that one will able to go on Lembongan and everywhere in Bali. Okay, thank you very much.
On ne peut pas se contenter de dire aux gens arrêtez d'utiliser des sacs plastiques sans proposer de solution. D'ailleurs, il y a de nombreuses initiatives sur l'île de Bali qui le font déjà. Il est facile de donner des leçons, moins d'agir. Isabelle et Melati forcent la création d'une nouvelle filière. Ces sacs sont dérivés du manioc. Ils sont donc à 100% à base de plantes et sans métal ajouté. Ils se compostent et se dégradent en 180 jours. Ils se transforment en protéines au contact de la terre. Et c'est une technologie indonésienne qui plus est. Parce que vous utilisez les ressources locales? Exactement. On stimule l'économie locale et on prouve que l'Indonésie n'est pas seulement un immense pollueur, mais aussi un pays qui s'intéresse à l'avenir des bioplastiques. Point d'entrée des 11 millions de touristes annuels et vitrine de l'île, l'aéroport est le client le plus stratégique de Daniel et de cette cause. En août, notre stock de sacs plastiques sera totalement écoulé. À partir de là, on utilisera des alternatives facilement assimilables par la nature. Et l'année prochaine, on lancera une grande campagne pour que les commerces d'aéroports n'utilisent plus du tout de plastique. Isabelle et Melati ont mobilisé des milliers d'enfants, de touristes et d'habitants. De nouvelles filières et usages émergent. Elles ont forcé l'admiration et le changement. Avec elles, le pouvoir politique prépare la transition. Do you have any plastic bags to declare? Mais dites-moi, ça devient intéressant pour eux d'être de votre côté d'un point de vue politique. Bien sûr. Le gouverneur de Bali nous présente toujours en disant « Regardez nos jeunes filles indonésiennes, regardez mes jeunes filles indonésiennes ». Si c'est leur manière de nous soutenir et qu'il faut en arriver là pour qu'ils agissent vraiment, c'est très bien. Tout cela est aussi lié à l'écho international dont profite Bye Bye Plastic Bags. Nous avons plus de 5 millions de regards tournés vers nous aujourd'hui. Et donc, que va faire le gouvernement de tout ça? Isabelle et Melati, 2 enfants, ont l'oreille du pouvoir politique, mais ne sont pas dupes. Alors d'où vient leur audace, leur ténacité? À chaque idée totalement folle qu'on a eue, il y a toujours eu quelqu'un pour croire en nous à 100%. Et je ne suis pas sûre que tous les enfants aient cette chance. C'est vraiment dommage. Car c'est une des raisons qui empêche des potentiels acteurs du changement de passer à l'acte. Isabelle et Melati ont aussi la chance d'aller dans une école particulière qui laisse toute la place à leur individualité et à leur projet, la Green School au cœur de l'île. L'école encourage les vocations, la confrontation à la réalité. Elle les pousse à agir dans la vie quotidienne et à se révéler. La Green School nous permet d'avoir cet emploi du temps totalement fou. Parce qu'elle considère que Bye Bye Plastic Bags est un apprentissage en soi. What was that little one? Say that. Good. What's one word? Clear. Creative. Strong. Yes, okay. Ruby. So having a personal story or an anecdote is a really nice way to help. The one suggestion I would have is to not say, and that is what I'm going to do for my class. Yeah, I was thinking. I don't know how to introduce it into it, so I need to work on that. Yes, You can actually just stop it there and take that part out. That's all. Exactly. But the way you delivered it is really beautiful. You've got a really nice way of telling stories. Créée il y a 8 ans, la Green School développe une approche de l'éducation basée sur les défis contemporains et la recherche de solutions. Et ce, de la maternelle au lycée. Notre programme se base sur l'apprentissage de compétences. Nous voulons donner à nos étudiants l'opportunité de nourrir leur esprit collaboratif, leur pensée critique, leur créativité, leur capacité à prendre des décisions, à communiquer, à travailler en groupe. Bref, toutes ces compétences dont ils ont besoin pour s'impliquer dans les défis actuels et auprès des communautés. L'école bâtit un cursus pour chaque enfant. Elle sollicite toutes les formes d'intelligence, conceptuelles comme rythmique, corporelles comme interpersonnelles.
Les élèves vont au contact des autres, mettent les mains dans la terre et jouent. Ils expérimentent, échouent, recommencent. Ils apprennent à ressentir, à créer, à être. One, two, here we go. La Green School accueille 240 élèves pour des frais de scolarité allant de 7 à 18 000 € par an. Elle compte aussi 10% d'élèves balinais boursiers. Les défis du monde sont au cœur de l'enseignement. Le but est de donner aux élèves les moyens de les comprendre et de s'en emparer. Qu'est-ce qui vous a décidé à scolariser vos enfants ici? C'était un soir de novembre à Vancouver au Canada. Il pleuvait, il faisait froid, et je regardais sur Internet l'intervention de John Hardy à la conférence TED. Et il y avait cette image de ce bâtiment là où nous sommes. Il y avait des balinais et un caucasien à ses côtés. Et il y avait ces palmiers qui se balançaient et ce ciel bleu. C'était de l'éducation avec de l'âme. L'idée d'un environnement d'apprentissage holistique. Un lieu qui encourage les enfants à être le meilleur d'eux-mêmes et qui les immerge en pleine nature. Ça faisait complètement écho en moi. JJ, son fils, est arrivé du Canada en traînant les pieds. À la Green School, il a construit un prototype de vélo en bambou et rêve de devenir océanographe. Quelle est la chose la plus importante que tu aies appris ici? Probablement à quel point appartenir à une communauté est fondamental. Ce sentiment que l'on peut parler à qui que ce soit ici, des amis, des parents, des professeurs, tout le monde est toujours présent. Ils nous soutiennent beaucoup, ils sont très impliqués dans nos vies à l'école et en dehors, et ils souhaitent vraiment le meilleur pour nous. Yeah? Everyone's good here? Okay. So let's think about the language that we can use, and let's think about what are the key scientific terms and those kind of words, because that's where your power is going to come in, right? Great. But Mia? Yeah. Are we going to figure out now what... You know, people talk sometimes about learning gaps. On nous dit, si vous ne suivez pas le même programme de maths ou de sciences que les écoles internationales ou publiques, alors vos élèves risquent de sortir d'ici avec de grosses lacunes. And then Luba and Max, so just make sure that you guys have a solid argument if you're not going to be here. Sauf qu'ici, nous apprenons à nos élèves à apprendre, à se focaliser sur la méthode et les bonnes questions. Et nous avons observé qu'ils n'avaient aucun problème à suivre n'importe quel programme par la suite, où qu'ils aillent d'ailleurs, même à l'université. Comment recrutez-vous vos professeurs? Ce que nous cherchons en tout premier lieu, c'est la passion, des individus qui veulent vraiment créer une différence. Nous cherchons des preuves de résilience dans leur vie. Nous regardons la façon dont ils vivent, s'ils sont engagés pour des causes et lesquelles. Et pour être honnête, nous recherchons surtout une vraie ténacité. Parce que ce n'est pas facile de travailler ici. C'est un vrai défi de porter ce projet ambitieux. Émilie enseigne l'analyse des médias et les sciences sociales au lycée de la Green School depuis 5 ans. Cela peut être un peu intimidant parfois d'avoir une telle liberté. C'est exigeant, mais dans le meilleur sens du terme, parce que nous sommes sans cesse stimulés et encouragés à être du côté progressiste de l'éducation, tout en étant pertinents envers nos étudiants. Ma mission personnelle est de les rendre plus capables en leur donnant les compétences et les outils dont ils ont vraiment besoin pour vivre dans ce monde, pour avoir un esprit critique, mais aussi pour pouvoir agir si telle est leur voie. Quelles sont les valeurs que vous cherchez à inculquer aux enfants? Tout se résume à la notion de respect. Se respecter soi-même, les autres, l'environnement. Et la clé, c'est l'intégrité. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Hutan-hutan yang tersisa, sungai danau menjadi padang gersang. Bangun-bangunlah.
Comment vas-tu? Très bien, et toi? Flore, as-tu déjà rencontré John Hardy, le fondateur de la Green School? Très heureux de vous rencontrer. Je suis heureux que vous ayez fait tout ce chemin depuis la France. John Hardy est un Canadien fâché avec l'enseignement traditionnel, les normes et les conventions. Je suis un penseur erratique, un bâtisseur, un inventeur, un designer. Chaque jour est un rêve pour moi. Il y a tant de choses qui se passent et j'ai la chance de participer à tant de choses incroyables. Tout cela me ramène à la beauté. Il faut que ce soit beau. Sinon, je ne le fais pas. John Hardy est un militant du beau et surtout d'un monde différent, résilient. Dès que tu rentres, il y a 2 ou 3 choses étonnantes à voir. 60% des personnes qui arrivent à la Green School ont juste laissé tomber ce qu'ils étaient en train de faire pour venir. Parfois, ils ont même oublié de dire à leur mari ou femme qu'ils venaient. Ils ont juste pris leurs enfants sous le bras. 60%. Et là, tu vois, c'est l'épicerie du campus. Et au-dessus, c'est une terrasse pour les parents. On voulait un campus ouvert. Dans la plupart des campus, tu ne peux pas sortir de ta voiture. On te laisse en cage sur le parking. Ici, les parents sont les bienvenus. On a du Wi-Fi, des cafés. C'est une école qui implique les parents. We're going to go on an adventure under the sea. Holding your boat pillows. Now everybody lower down 5 slow. J'ai refusé qu'on édifie des murs parce qu'ils auraient rendu la Green School triste. Du coup, parfois, il y a quelque chose qui se faufile hors de la forêt dans les classes de primaire. Et ils regardent de quoi il s'agit. Et si c'est un serpent, quelqu'un vient s'en occuper. Si c'est un insecte, il le ramène dans la forêt et joue avec. Dans une école traditionnelle, votre bureau est absolument indestructible. Tu peux le frapper avec un marteau sans le casser. Du coup, quelle est la leçon pour les enfants? Le monde est indestructible. Ces bureaux-là, eux, peuvent être détruits. Et la leçon qu'ils en tirent chaque année, c'est une leçon de ponçage. Et après la leçon de ponçage, ils ont la leçon de lissage. Donc les enfants comprennent que leurs bureaux sont quelque chose de réel. Nous vivons dans ce monde où, soi-disant, on contrôle le climat. Mais à la Green School, les enfants apprennent quelque chose de nouveau. Le climat est là et on ne le contrôle pas. Certains jours, il fait plus chaud, d'autres, il fait plus froid, d'autres encore, il pleut ou il fait soleil. Mais ils comprennent qu'on vit sur Terre et pas dans une boîte. Les gens grandissent en pensant qu'ils contrôlent le climat. Mais la grande leçon va bientôt nous tomber dessus. C'est sûr, beaucoup d'enfants apprennent la conservation et l'écologie. Mais la différence, c'est que les enfants à la Green School les vivent, les expérimentent. Et c'est une éducation basée sur l'expérience. On entend très souvent les enfants se plaindre d'être à la maison les samedis et les dimanches parce qu'ils préféraient être à l'école. Et pour moi, c'est une révolution. J'étais connu dans le village comme le petit garçon qui pleurait en allant à l'école. En CP, le professeur avait pris un crayon et m'avait dit « Je ne vois pas un crayon dans ton avenir, je vois un trou ». Je ne récoltais que des zéros, mais je parvenais chaque année à m'en sortir. Sauf qu'en première, ils m'ont dit « John, tu n'iras pas plus loin ». Je voulais mourir. Déscolarisé contre son gré, John fuit le Canada pour Bali. Il tombe d'amour pour cette île et crée une entreprise de fabrication de bijoux qu'il revend 20 ans plus tard. L'opération le rend millionnaire. Il se construit un hôtel. Cela ne suffit pas. J'ai été grandement influencé par une vérité qui dérange d'Al Gore. J'ai pris conscience que tout ce que j'avais fait dans ce monde lui avait été néfaste par le simple fait d'y exister depuis 60 ans. Et je me suis dit que le meilleur moyen de compenser cela était de faire émerger des dirigeants alternatifs. Et donc l'école est une sorte de catalyseur pour eux. On a déjà bien assez de dirigeants traditionnels. Moi, je voulais juste construire un bel endroit pour eux et je me suis dit que le reste se ferait tout seul. Je suis parti de toute une série de postulats comme pas de béton sur le sol. Et ça a presque marché.
Pas de produits pétrochimiques sur la route. Et ça a marché. Les trottoirs sont en gravier, les pierres sont extraites de la rivière et non en ciment. Et puis nous faisons pousser du bambou, ainsi que notre propre nourriture. Toutes ces choses ne sont qu'un élément d'un tout. John a innové sous contrainte. Il fait figure d'exemple. Inspiré par le bâtiment principal de la Green School et les incroyables possibilités du bambou, Elora, sa fille aînée, a quitté son travail de designer dans la mode à New York pour lancer avec son père une entreprise de construction de maisons en bambou. Ensemble, ils ont créé un village adjacent à l'école, le Green Village. Le bambou n'a l'air de rien, il pourrait sauver le monde. John a donc créé sa propre usine de transformation du bambou. Quand j'ai décidé avec quoi j'allais construire l'école, on a fait la promesse aux enfants qu'on utiliserait un matériau avec lequel ils seraient capables de construire à l'avenir. Comment pouvons-nous promettre l'abondance aux enfants? Le bambou est une de ces promesses qu'on peut tenir. Le bambou est léger, long, il est plus solide que l'acier. Le bambou, c'est l'avenir. Réfléchissez-y. Il y a très peu d'arbres par rapport à la taille de la population. Mais le bambou, nous pouvons en faire pousser pour le monde entier. Pourquoi? Parce que ça pousse si vite et en très peu de temps. Et avec le traitement au borax, on a maintenant un bambou qui est un matériau permanent et qui durera une centaine d'années. Je suis sérieux quand je dis que le bambou, c'est le futur. Voici Orin, son fils. Il a créé une ferme accolée à la Green School. Il y pratique et enseigne la permaculture. Enfants, visiteurs et populations y acquièrent ou réapprennent les moyens de leur indépendance alimentaire. Voici des feuilles de waterleaf. C'est une salade. C'est encore un bébé, mais tu peux la manger telle quelle. C'est vraiment délicieux. Donc toute l'idée de la permaculture est que chaque organisme vivant a une fonction? Oui, nous ne savons pas toujours laquelle d'ailleurs. En permaculture, on essaie de créer des systèmes qui sont écologiquement équilibrés, mais aussi bons pour les humains. Il faut répondre à nos besoins en tant que peuple, tout en nous assurant que nous le faisons d'une manière qui sera durable et qui n'exploite pas les ressources de notre planète. Je suis intimement persuadé que l'agriculture est la fondation de notre civilisation. L'agriculture est affaiblie en ce moment, ce qui est un bon moyen de détruire la civilisation. C'est pourquoi il est si vital que nous apprenions à nouveau à interagir avec notre environnement. Karena belum jadi ya, tetapi ya, jadi yang tadinya tidak dapat mikroorganisme dengan dibalik dia akan mendapat mikroorganisme yang bisa membantu penguraian. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est la nurserie? Oui, c'est notre nurserie pour plantes. On prépare nos semis de légumes avant de les planter. On a pas mal de choses qui poussent. On utilise des blocs de terreau, jamais de plastique. Et on les met comme ça, à même la terre. Et les enfants participent à cette étape? Oui, ça se voit tout de suite, non? Et les enfants de l'école construisent des clôtures, s'occupent du compost et de la nurserie. Effrayé par le dérèglement climatique et la crise alimentaire à venir, adepte de permaculture, John Hardy se sert aussi de son hôtel majestueux, le plus écologique de l'île, pour sensibiliser ses clients. Si vous avez de la terre et que vous n'y cultivez rien, vous n'avez pas votre place dans le futur. À Bamboo India, on a transformé tous nos jardins, ceux que vous trouvez dans les hôtels classiques, en potagers. Et tous ces légumes et fruits finissent dans nos cuisines. Chaque matin à 7 h, il les invite à ses trash walks. Des marches à travers forêts et rizières pour ramasser le plastique. En fait, si vous voulez me rencontrer, c'est le seul créneau disponible.
À 7 heures du matin, il faut amener une lance. C'est très amusant. Les gens me disent, il faut qu'on déjeune ensemble. Et je réponds, non, viens plutôt à une trash walk. Il y a eu plus de 1500 personnes dans ces trash walks. Des millionnaires, des bouchers, des enfants, de vieilles personnes. Et tout le monde se régale. Il y a plein de déchets ici, venez. Ça descend. C'est la 3e fois qu'on répare ce pont. Mets toujours ton pied sur 3 morceaux de bambou à la fois. Comme ça, si l'un casse, tu es en appui sur les autres. John Hardy est l'un de nos héros. Pourquoi le considérez-vous comme un héros? Parce qu'il crée le changement. Et quand il dit quelque chose, il le fait vraiment. C'est facile de se raconter des histoires, mais agir, c'est autre chose. John, par exemple, aurait pu se contenter de dire « Je vais construire l'école la plus durable et écologique au monde », sauf qu'il l'a créée. Voilà, la raison pour laquelle tu ramasses du plastique, c'est de protéger tout cela. La première partie de la marche consiste à déambuler dans des paysages magnifiques. Il y a peu de plastique. Dans la seconde partie, on arrive à des zones plus urbaines. Là, tu vas voir les dégâts. Ah, en voici un bon exemple. Ok, tu le mets dans le sac. Ne le touche pas. Essaye cette bouteille. Ça représente beaucoup d'argent. Allez, allez, allez. Non, seulement 3 fois. C'est tout un art. Mais tu sais, je m'entraîne depuis 1 an. Ici, c'est une décharge sauvage qu'on a fait arrêter. Pris de court par le tourisme et la consommation de masse, le gouvernement n'est pas capable de gérer les déchets. T'as du plastique? Non? Non, ça, c'est du plastique, c'est des sous. Avec sa fille de 16 ans, Chiara, et les villageois, John expérimente un concept de tri rémunéré pour remédier à la crise des déchets. Bienvenue à Sampajujur. Ici, c'est le futur. Et le symbole, c'est l'honnêteté. On affiche nos prix et il faut payer cash. Dans l'industrie du recyclage, la plupart sont là pour se remplir les poches, pas pour sauver le monde. Nos clients à nous, ce sont les femmes du marché qui passent le balai et qui ramassent les déchets. Si elles les amènent en ayant fait le tri, elles reçoivent de l'argent. Il y a un prix pour le plastique, les canettes, les bouteilles. C'est de la gestion des déchets. Et le vrai secret, c'est d'amener celui qui en est à l'origine à trier le plastique et de faire du compost. Et là, le business commence et ça simplifie le travail d'Ibouboud. Il y a beaucoup de plastique. Il y en a vraiment partout. Alors moi, je les trie. Peu à peu, je les rassemble et ensuite, je les vends. D'habitude, je gagne 2 € par jour. Dimanche dernier, j'en ai gagné 16. L'idée de transformer le plastique en revenu apparaît dans les pays en développement. Premières victimes du changement climatique, ils sont aussi pionniers dans l'interdiction du plastique. Les pays occidentaux préfèrent démarrer par une taxe. Néanmoins, les mises en œuvre sont très aléatoires. Parce qu'il est ancré dans le quotidien, visible, le problème du plastique est un point d'entrée pour une prise de conscience plus globale. Et cette prise de conscience démarre par les enfants. À Bali, les moins de 25 ans représentent 50% de la population
Du coup, Isabelle et Melati savent à qui parler. Après chaque présentation, on voit vraiment qu'on a planté une graine. C'est très différent d'un prof qui explique à ses élèves quelque chose qui a déjà été fait. Nous, c'est comme si on activait quelque chose qui avait toujours été là. Quelque chose qui avait juste besoin d'être actionné. Et puis c'est tout. On entend souvent des jeunes nous dire « J'ai toujours voulu faire quelque chose, mais je n'ai jamais su comment. Et maintenant, je sais. » En fait, on dirait qu'il se passe la même chose avec les sacs plastiques et nos représentations. Nous sommes à la recherche d'alternatives, de nouveaux rôles modèles, non? Oui. Et je pense qu'il y en a beaucoup, en particulier sur les réseaux sociaux. Des jeunes qui changent le monde, qui agissent, c'est le genre de choses que tout le monde commence à chercher. On assiste à un vrai changement de perspective. Nous en sommes à un stade avec Bye Bye Plastic Bags où, que nous soyons en équipe ou toutes seules, les personnes autour de nous voient qu'on s'amuse. Et je pense que ça attire leur attention. Ils se disent « Regardez, ces enfants font bouger les choses et ils s'éclatent en le faisant. » L'activisme serait-il un bon moyen de passer l'adolescence, ce moment clé où se pose apprentissage des limites et rapport au monde? Bye Bye Plastic Bags se transforme en mouvement. Des antennes apparaissent en Australie, Chine, au Népal, Mexique, Vietnam, à Jakarta, Myanmar, New York ou Milan. Bye Bye Plastic Bags devient un premier pas pour découvrir l'activisme, apprendre, grandir, puis trouver sa cause et développer son projet. Il y a Indigo, la fondatrice de Kids Got Palm Oil, qui sensibilise au drame des feux à Kalimantan et l'extinction des orang-outans. Il y a aussi Leander, qui s'est lancé dans la conception d'une main bionique, Billy avec sa batte de cricket en bambou, le collectif Black Forest Green, GS Green Generation, Nalu. Il en sort de partout et c'est exactement ce qu'il faut. De l'entrepreneur Richard Branson à Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, en passant par Jane Goodall, la célèbre primatologue, tout le monde veut voir cette école qui plonge les enfants dans leur réalité, celle d'un monde qui s'effondre et d'un autre à créer. Pour les enfants comme pour les adultes, c'est une communauté, une plateforme pour apprendre et grandir, toujours. La Green School n'est pas accessible à toutes les bourses. De la Srapu au Cambodge à la Living School à Paris, de l'école Big Picture à Providence à celle des Colibris dans la Drôme, expérimentation et alternatives se multiplient. Elles résistent à un système éducatif basé sur l'accumulation de connaissances, l'ultra-spécialisation et la compétition. Une certaine vision de l'excellence, de l'enfance. La majorité des écoles conventionnelles ne considèrent pas l'enfant comme un individu à part entière. Elles leur insufflent un sentiment d'insécurité, la peur de ne pas être à la hauteur, plutôt qu'une conscience de leurs valeurs et de l'abondance de talents qu'ils ont à proposer au monde. Il nous faut entrer dans le 21e siècle, plutôt que d'adopter un modèle d'éducation pensé pour le 19e et l'ère industrielle. La civilisation a beaucoup changé, mais pas l'éducation. D'ailleurs, la plupart des métiers qui attendent nos étudiants n'existent même pas. Donc, il faut leur apprendre à s'adapter et les préparer à affronter les défis de cette nouvelle ère. Quelles sont les valeurs et les qualités dont les enfants vont avoir besoin pour ce monde-là? Il va vraiment falloir qu'ils sachent prendre des risques, qu'ils n'aient pas peur d'échouer et qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs. L'éducation doit changer, parce que pour l'instant, nous créons les mêmes robots encore et encore. On va au lycée, puis à l'université, et tout le tralala. Les écoles incitent les enfants à bien rester dans leur zone de confort. Mais quand tu oses t'aventurer hors de cette zone, et les jeunes le font de plus en plus, la magie opère, et c'est là que le changement peut arriver. Une des choses contre laquelle nous nous battons, c'est l'idée de tout faire pour de l'argent. Concevoir n'importe quoi, construire n'importe quoi, légiférer n'importe quoi, vendre n'importe quoi, sans se soucier des conséquences. J'espère vraiment que les élèves de la Green School agiront dans leur vie avec intégrité. Comme les filles de Bye Bye Plastic Bags.
Leur projet n'est pas le résultat d'un examen ou d'un cours, c'est une vie d'engagement. Vous faites toujours référence à cette métaphore de la boîte. Nous avons évolué pendant des centaines de milliers d'années et ne nous sommes enfermés dans des boîtes que très récemment. L'existence du contreplaqué n'a rien de naturel. Sinon Dieu aurait fait des arbres d'1 mètre de largeur, hauts comme ça et épais comme ça. C'est une forme absolument pas naturelle et elle contrôle le monde parce que c'est la taille d'un panneau en contreplaqué. Et c'est avec ça qu'on construit une boîte. Et on nous a imposé cette règle de la boîte. Au final, tu vis dans une boîte carrée, tu te douches dans une boîte carrée, ta tête devient une boîte carrée, tes idées et tes raisonnements aussi. Mais pourquoi ces boîtes dominent-elles le monde selon vous? Parce que c'est efficace et que dans ce monde-là, il faut être efficace. Il faut maximiser la productivité, sinon on perd son job. Tout le système actuel consiste à placer des boîtes vides dans d'autres boîtes vides. Donc pour en sortir, il faut déprogrammer ça. C'est ça. Et tu commences par les enfants. Je suis persuadé que les enfants qui sortiront de la Green School sauront résister aux boîtes en tout genre. Nous, les adultes, il nous faut désapprendre beaucoup de concepts qui régissent le monde d'aujourd'hui. Et les enfants ne les ont pas encore intégrés. Pour eux, il n'y a rien à désapprendre. Si on leur donne une voix, ils seront bien plus forts. On leur a retiré toute voix au chapitre. On en a fait des citoyens de second rang. Ils ont besoin d'être traités comme s'ils étaient mûrs et comme des adultes en puissance. C'est notre responsabilité. Poser un nouveau regard sur l'enfance, l'éducation, sa raison d'être. De fait, partout dans le monde, des enfants s'engagent, absents des radars, de nos regards. Ils ont leurs armes, leurs codes, à l'instar de l'influent collectif Earth Guardian. Il y a le Hollandais Boyan Slat qui veut nettoyer les océans. Gracie Paf qui crée des potagers avec les réfugiés. Kevin Doe qui électrifie les bidonvilles de Sierra Leone et crée des piles à partir de déchets. Ou l'action en justice de 21 jeunes Américains contre le président Barack Obama pour manquement à son devoir de les protéger du changement climatique. La marche vers l'extinction est leur histoire, ils en font leur affaire. C'est quelque chose d'assez nouveau, que les hommes politiques n'ont peut-être pas connu il y a 20 ans. C'est une sorte de réveil pour eux. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour en arriver là? C'est terrible d'avoir à attendre que des enfants se lèvent pour nous dire quoi faire. Il y a une limite? Est-ce qu'on a atteint une sorte de limite? Oui, c'est exactement ça. Nous regardons ce qu'il se passe et nous nous demandons comment nous allons faire. Et nous savons que nous n'avons pas beaucoup de temps pour y arriver. Mais pourquoi la population dans son ensemble ne réagit-elle pas comme Isabelle et Melati? Les hommes politiques, comme chacun de nous en fait, s'encombrent de tellement de choses. Je pense que l'on a peur de s'arrêter et de rester silencieux un instant dans ce monde d'urgence que l'on s'est créé. Et de quoi avons-nous peur? Du silence. Pourquoi est-ce si terrifiant? Parce que le changement climatique est quelque chose de si effrayant et parce que c'est une opportunité d'agir et que l'on ne sait pas forcément quoi faire et qu'il se pourrait bien qu'il soit trop tard. Donc, nous avons si peur d'échouer que nous n'essayons même pas? Oui, mais je pense là encore que c'est notre force et c'est pour ça qu'on fait toutes ces erreurs. Mais nous sommes ceux qui élevons la voix. Et tous les obstacles et les difficultés n'ont aucune importance dès lors que nous ne faisons pas cela pour flatter nos égos ou nous faire mousser. Nous faisons cela pour qui nous sommes et qui nous voulons devenir et pour le monde dans lequel nous voulons vivre. Nous, les enfants, nous ne représentons peut-être que 25% de la population mondiale. Mais nous sommes 100% du futur. Nous sommes la dernière ressource que la Terre possède si nous voulons survivre au changement climatique. Changer le monde est un rêve d'enfant, c'est pour cela qu'il est une affaire de grandes personnes. Transmettre aux plus jeunes le sens et les moyens des possibles sont des urgences absolues. Isabelle, Melati, John, Bali, les écoles alternatives et expérimentales le prouvent, le portent. La vraie puissance aujourd'hui n'est plus dans les grandes institutions, mais dans l'homme. Et dans ce qu'il a de plus précieux, sa part d'enfant.
Siapa lagi kalau bukan kita lagi, 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 kalau bukan kita.